Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, maintenant. Très bien, on peut commencer. Oui. Très bien. On va commencer incessamment. 2 minutes, le temps de... D'accord. Alors, rebonjour tout le monde. Nous allons faire aujourd'hui un cours important, un cours qui va concerner donc la bronchopneumopathie chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une pathologie très importante et c'est bien qu'on fasse cette pathologie-là le matin tôt parce que c'est un peu lent mais très facile à comprendre. Donc, la BPCO, vous avez ici, 2 minutes. Vous avez ici les différents objectifs que vous êtes censés acquérir à la fin de ce cours et que je vous invite à les lire méthodiquement après. Alors, la BPCO, c'est quoi? D'abord, c'est l'acronyme de bronchopneumopathie chronique obstructive. Broncho pour bronche, pneumo pour poumon, chronique, c'est quelque chose qui dure dans le temps, et obstructif, c'est-à-dire qu'elle va entraîner une obstruction des bronches, une obstruction bronchique. Il faut d'emblée savoir que cette BPCO, c'est une maladie évitable, qu'on peut éviter facilement, et c'est une maladie qui se traite déjà. Ce n'est pas une maladie incurable, ce n'est pas une maladie génétique, etc. Cette maladie-là, elle se caractérise par quoi? Elle se caractérise par des signes cliniques respiratoires qui ont la particularité de persister dans le temps. C'est quoi ces symptômes? C'est essentiellement la dyspnée d'effort.
Puis viennent des symptômes non spécifiques. Il peut exister de la toux avec ou sans expectoration. La deuxième caractéristique de cette maladie, c'est qu'il y a une obstruction bronchique. Cette obstruction bronchique va être mise en évidence va s'exprimer par une limitation des débits aériens. La limitation des débits aériens est objectivée et mise en évidence par les explorations fonctionnelles respiratoires et notamment la spirométrie. Donc vous voyez bien que cette maladie se définit par sa clinique et se définit par un paramètre fonctionnel respiratoire trouvé à la spirométrie et qui se manifeste par une diminution ou une limitation des débits aériens. Alors, ces phénomènes-là, cliniques et fonctionnels, sont dus, cette maladie, elle est due à des anomalies des voies aériennes. Le problème, donc, c'est une atteinte des bronches avec ou sans une atteinte du parenchyme pulmonaire, et vous comprenez très bien donc pourquoi on appelle ça bronchopneumopathie, atteinte des bronches et atteinte du parenchyme pulmonaire en même temps. Cette atteinte-là, elle vient d'où? Eh bien, cette atteinte-là, elle est généralement secondaire à l'inhalation prolongée, à l'exposition prolongée à des particules ou à des gaz qui sont nocifs pour l'appareil respiratoire. Donc, le GOLD 2019 a très bien défini cette maladie. On sait qu'il y a de la clinique, on sait qu'il y a de l'exploration fonctionnelle respiratoire et notamment de la spirométrie. C'est une atteinte des bronches et du poumon, et cette atteinte-là, elle est due à une inhalation, à une exposition, ça n'est une exposition courte, une exposition très prolongée à des particules ou des gaz nocifs. Alors, le premier facteur de risque de cette maladie, c'est le tabagisme, et notamment le tabagisme actif, toute forme de tabagisme. Il faut savoir aussi que cette affection se caractérise par des épisodes d'exacerbation, c'est-à-dire une aggravation des symptômes. Elle se caractérise aussi parce que très souvent, il existe en même temps d'autres maladies qu'on appelle les comorbidités. Il faut savoir aussi que l'évolution est très lente et qu'elle est émaillée de complications s'il n'y a pas un traitement adapté à cette maladie-là. Justement, le traitement est conditionné par la sévérité de la maladie. Et on va voir comment évaluer cette sévérité. Et puis, le meilleur des traitements, c'est la prévention, comme à chaque fois, à savoir l'arrêt définitif de l'exposition aux facteurs de risque. Donc, si c'est le facteur de risque, c'est le tabagisme. Donc, il faut absolument arrêter de fumer. C'est le seul et le meilleur des traitements de la BPCO. Sur le plan épidémiologique, la BPCO, elle pose un véritable problème de santé publique. Pourquoi un problème de santé publique? D'abord parce qu'elle est très fréquente. Sur le plan mondial, on estime qu'elle représente 4 à 10% des adultes dans le monde. En population générale, c'est 4 à 10% des adultes. En Algérie, bon, il y a une étude qui a été faite à Alger et qui a estimé la BPCO à 4,9%. Une autre étude à Annaba a estimé la BPCO à 8,8%. Ce sont des chiffres très importants parce que ce sont des chiffres qui concernent uniquement les adultes supérieurs à 40 ans et qui ont été faites en population générale. Donc tout ça pour dire que c'est une affection très fréquente. C'est une affection aussi qui est très grave parce que dans le monde, elle est responsable, on estime qu'elle est responsable d'à peu près 3 millions de décès par an, ce qui est énorme. Et en termes de mortalité, elle constitue le 3e rang des causes de mortalité dans le monde. Pourquoi c'est un problème de santé publique aussi? Parce qu'elle est grave. Elle est grave, pourquoi? Parce qu'il y a un risque individuel, ce sont les complications de la BPCO, et en plus, parce qu'il n'existe pas de traitement curatif radical. Ça n'existe pas.
On a vu que le seul traitement est préventif. C'est un problème de santé publique aussi parce que c'est une maladie coûteuse qui coûte beaucoup d'argent à la société de par les hospitalisations qu'elle occasionne et de par l'absentéisme professionnel notamment dont elle est responsable. Donc tout autre fait, c'est que c'est une maladie qui peut bénéficier d'une action de santé. On a dit tout à l'heure que c'était une maladie évitable. Donc, on peut lutter contre cette maladie facilement et notamment par la lutte contre les facteurs de risque. Donc, tous ces éléments-là, les 5 éléments que vous voyez là, font que la BPCO est véritablement un problème de santé publique. Alors, Hakim, oui, s'il vous plaît, le son est faible. le son Oui, est comme ça. oui, il est clair maintenant. Bon, on va continuer comme ça, alors c'est difficile, hein. Je suis carrément penché sur le micro. Alors, donc les facteurs de risque, on a dit tout à l'heure que le premier, c'est le tabagisme, c'est le plus important. Le tabagisme de cigarettes, de chicha, de pipe, de cigares, de cannabis et tout ça. Donc, tous les tabagismes actifs. Il y a aussi l'exposition à une pollution intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur du domicile. Et on pense notamment aux fumées de biocombustibles tels que la biomasse, et puis également le tabagisme passif. La pollution professionnelle, là aussi, elle a été incriminée comme facteur de risque de BPCO, tout ce qui est poussière, fumée, irritant, etc. La pollution atmosphérique, et notamment par l'intermédiaire du parc automobile, ce que dégagent les voitures, etc. Là, on sait que ça joue un rôle, mais il n'y a pas de preuve formelle quant à son imputabilité dans la BPCO. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent exposer les personnes à développer cette maladie. C'est la prématurité, par exemple. Ce sont les infections respiratoires de l'enfance qui exposent les gens plus facilement à faire une BPCO. Et également, il y a un facteur enzymatique génétique congénital qui peut exposer à l'emphysème pulmonaire que vous allez faire en cours. Et cet emphysème pulmonaire peut se compliquer de BPCO. Ce sont notamment les déficits en alpha-1 antitrypsine. Donc, la preuve scientifique formelle concerne 2 cas, notamment le tabagisme actif et le déficit en alpha-1 antitrypsine. Alors, vous voyez que lorsqu'on fume plus de 20 paquets année, le risque de développer une BPCO augmente en même temps que la durée du tabagisme. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui va développer une BPCO. On estime que les gens qui vont développer une BPCO seront de l'ordre de 15 à 25%, ce qui est extrêmement important. Donc, on se dit qu'il y a probablement un facteur génétique. Si on compare ici cette courbe qui a été faite il y a très très longtemps, si on compare, est-ce que vous voyez la flèche, s'il vous plaît? Oui. Alors, le VMS, c'est un paramètre de spirométrie qui nous donne une idée sur la fonction respiratoire. Donc, si on compare la fonction respiratoire avec l'âge, chez les personnes saines, non fumeurs, nous allons voir que la fonction respiratoire diminue très progressivement avec l'âge et notamment à partir de la cinquantaine. Vous voyez, c'est en plateau, nous avons la même fonction respiratoire jusqu'à 50 ans et à partir de 50 ans, la fonction respiratoire commence à diminuer légèrement. Les limites là, ce sont cette limite entre 20 et 40, c'est la limite du handicap respiratoire, c'est-à-dire il commence à avoir de la dyspnée. Et si on est entre 0 et 20, on est plus exposé au décès. Donc vous voyez que le sujet normal, il y a effectivement une diminution progressive de la fonction respiratoire chez les personnes qui ne fument pas. Par contre, chez les gens qui fument et qui ont commencé très tôt, vous voyez que à partir déjà de 25 ans, la courbe chute très rapidement jusqu'à atteindre le handicap très vite, vers la soixantaine, et puis même, il y a un risque de décès avant le
avant 75 ans. Donc, vous voyez que chez le fumeur, la fonction respiratoire représentée par le VMS ici va chuter très rapidement par rapport aux non-fumeurs en vert. Là, vous avez un peu une idée sur la pathogénie. Je vous invite à comprendre, mais c'est hyper facile. Donc, lorsqu'on fume d'une façon chronique, au niveau de l'alvéole pulmonaire, il va y avoir une activation du macrophage alvéolaire. Ce macrophage alvéolaire va faire appel aux polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles vont produire une enzyme en excès qu'on appelle les protéases. Et puis, au niveau du poumon, l'équilibre protéase-antiprotéase va être perturbé, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de protéases que d'antiprotéases. Et ce phénomène-là sera responsable d'une hypersécrétion au niveau des glandes à mucus des branches et il va être responsable en même temps d'une destruction des parois interalvéolaires. Et la destruction des parois interalvéolaires, c'est quoi? C'est de l'emphysème. L'hypersécrétion de mucus, c'est quoi? C'est la bronchite chronique. Donc, vous voyez, mais tout ça, c'est dans le temps. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en quelques années. Ça se fait en quelques années, pardon. Ça se fait vraiment, c'est dans le temps que ça se passe. Là, vous avez un schéma qui vous montre les phénomènes anatomopathologiques. À gauche, ici, vous avez une branche, une coupe d'une branche qui est tout à fait normale. En bleu, c'est la lumière. En jaune, c'est l'épithélium bronchique. Et en blanc, ici, c'est les cloisons interalvéolaires. C'est ce qu'il y a entre les alvéoles et qui permet la force de rétraction élastique du poumon, ce qui permet que le poumon soit une éponge, c'est-à-dire il se gonfle et il se dégonfle. C'est notamment à cause de grâce à ces cloisons interalvéolaires. Vous avez ici une lumière tout à fait normale qui permet à l'air de passer le plus normalement du monde. Si on fume beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'épithélium bronchique, il va se développer des phénomènes inflammatoires, il va se développer un œdème très important, il va y avoir des sécrétions bronchiques par les glandes sous-muqueuses et tous ces phénomènes-là vont réduire le diamètre des branches. La lumière bronchique, vous voyez ici qu'elle est passée de quelques disons, millimètres ou centimètres. Ici, vous voyez qu'elle est nettement diminuée. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture des cloisons interalvéolaires qui va être responsable de ce qu'on appelle l'emphysème centrolobulaire que vous allez faire en cours un peu plus tard. Donc, vous voyez qu'à force de fumer, on peut passer de ce schéma-là, tout à fait normal, vers ce schéma ici, avec une réduction de la lumière des branches et une destruction des parois interalvéolaires. Et c'est pour ça qu'on dit bronchopneumopathie chronique, parce que c'est dans le temps, obstructif, parce qu'elle est responsable d'une obstruction bronchique. Si on veut schématiser, il y a ici l'agression par la cigarette, va entraîner une inflammation des voies aériennes, une inflammation des branches. Cette inflammation, elle va produire une atteinte bronchique et donc une obstruction de la lumière bronchique et une atteinte parenchymateuse par la rupture des cloisons alvéolaires ou des ponts alvéolaires. Ces deux phénomènes, l'atteinte bronchique et l'atteinte parenchymateuse, vont être responsables d'une distension thoracique, c'est-à-dire d'un piégeage de l'air. Quand on va respirer, on va pas, quand on va inspirer, on ne va pas expirer tout à fait l'air qu'on a inspiré et il va rester au niveau des poumons une certaine quantité d'air. Et à la longue, avec le temps, cette petite quantité d'air qui est restée à l'intérieur va entraîner ce qu'on appelle une distension thoracique. Et c'est cette distension thoracique qui est responsable du fameux symptôme de la BPCO, qui est la dyspnée d'effort. Donc, vous voyez, on va de l'agression par la cigarette. Dans le temps, ça va nous entraîner cette BPCO de par tous ces phénomènes qu'on voit ici. Alors après, on va rentrer dans un cercle vicieux. Vous voyez ici la dyspnée.
Quand je suis dyspnéique, je vais limiter mes efforts, je vais je vais plus faire beaucoup d'efforts pour justement ne pas être essoufflé. L'intolérance à l'effort va entraîner, je vais limiter mes activités de tous les jours, c'est-à-dire sortir dehors, faire le marché, faire du sport, etc. Ça va être limité. Cette limitation des activités va entraîner un déconditionnement des muscles locomoteurs. Et ce déconditionnement-là va entraîner à son tour lui-même une dyspnée et le cercle est fermé. Et en même temps, vous allez voir que la qualité de vie du patient est très altérée et on va rentrer ici dans les complications de la BPCO. Alors, sur le plan clinique, comment que ça se passe? Le médecin généraliste ou le médecin spécialiste va découvrir la BPCO à l'occasion de quatre grandes circonstances. D'abord, on peut diagnostiquer la BPCO de façon fortuite, c'est-à-dire des gens qui consultent pour un problème X ou Y et puis qui vous rapportent dans l'interrogatoire la notion de dyspnée. Si c'est un fumeur, par exemple, vous allez penser à la BPCO. Il peut consulter ce patient parce qu'il a des symptômes respiratoires chroniques qui durent dans le temps, notamment la toux, l'expectoration et surtout la dyspnée. Il peut venir vous voir parce qu'il présente des tableaux cliniques particuliers qu'on appelle la bronchite chronique ou l'emphysème pulmonaire. Et il peut arriver aussi qu'il se présente chez vous parce que d'emblée, il a une exacerbation des symptômes, il avait une dyspnée d'effort à laquelle il s'est habitué parce qu'elle dure depuis très longtemps. Et puis, d'un coup, cette dyspnée s'est aggravée et avec les autres symptômes respiratoires, s'est aggravée brutalement pour une raison ou pour une autre. Et c'est à ce moment-là qu'il vient consulter pour une dyspnée aiguë. En faisant votre interrogatoire, vous allez voir qu'il existe en même temps chez ce patient une dyspnée chronique qui dure depuis un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, vous allez faire toute la conduite à tenir du diagnostic de la BPCO. Donc, voici les quatre grandes circonstances pour lesquelles vous allez découvrir cette maladie. Alors, les symptômes, on a dit d'abord c'est une dyspnée d'effort. La dyspnée d'effort, si ce n'est pas traité, elle va s'aggraver progressivement avec le temps. La toux chronique, elle peut être intermittente ou bien permanente, avec ou sans expectoration. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'exposition aux facteurs de risque et notamment au tabagisme. Donc la notion de tabagisme est très importante pour le diagnostic de BPCO. Et puis, la présence d'un ou de plusieurs de ces éléments-là doit vous inciter à faire le diagnostic de BPCO. Les deux tableaux cliniques particuliers qui peuvent exister aussi, c'est la bronchite chronique et l'emphysème pulmonaire. La bronchite chronique, elle se définit cliniquement, comme vous voyez ici. Si en plus vous allez découvrir un déficit ventilatoire obstructif à la spirométrie, elle ne s'appelle plus bronchite chronique, mais BPCO. Également, l'emphysème pulmonaire, vous allez faire ce cours un peu plus tard. Il a une définition anatomique, il est mis en évidence au niveau du scanner thoracique. Si lui aussi s'accompagne d'un déficit ventilatoire obstructif à la spirométrie, on ne dit plus emphysème pulmonaire, on dit BPCO. Là, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Donc, ça commence par des symptômes respiratoires non spécifiques. Après, on va faire une dyspnée progressive, une dyspnée d'effort qui va être de plus en plus grave avec le temps. Je peux développer aussi quelques aggravations, des épisodes d'aggravation des symptômes. En plus de ça, j'ai d'autres maladies associées qu'on appelle les comorbidités. Si je ne traite pas correctement, si je laisse évoluer comme ça, je vais être atteint, je vais m'exposer à une insuffisance respiratoire chronique. Et si je ne me traite pas, à ce moment-là, ça va se retentir sur le cœur droit et donner le cœur pulmonaire chronique. Mais cette évolution, c'est une évolution sans traitement, c'est une évolution naturelle et qui porte sur plusieurs années. Alors, le diagnostic du BPCO, il se pose devant la présence, on se répète un peu, mais ce n'est pas grave,
sur la présence de symptômes respiratoires chroniques et sur une exposition à un facteur de risque. Les facteurs de risque, c'est le tabac, c'est les pollutions, c'est les facteurs génétiques, etc. Il repose sur la mise en évidence, ce diagnostic, il repose sur la mise en évidence d'un déficit ventilatoire obstructif qui a la particularité d'être persistant. C'est quoi persistant? C'est-à-dire qu'il n'est pas réversible aux médicaments. Lorsqu'on lui administre des médicaments, il n'est pas réversible. Donc, ça commence par de la clinique, par l'interrogatoire, et c'est la spirométrie. En découvrant un déficit ventilatoire persistant, c'est elle qui va poser le diagnostic. Une fois que j'ai fait le diagnostic de BPCO et j'ai confirmé ce diagnostic-là par une spirométrie, je vais essayer d'évaluer la sévérité de la maladie, parce que c'est la sévérité de la maladie qui va faire que je vais adapter le traitement adéquat à ce patient. En résumé, là on se redit la même chose, vous avez des symptômes, des facteurs de risque, et ça va vous amener la présence chez une personne de plus de 40 ans de symptômes respiratoires et de facteurs de risque, notamment un tabagisme, doit m'inciter systématiquement à faire une spirométrie avec ce qu'on appelle un test de réversibilité. La spirométrie, c'est quoi? C'est de souffler dans un tube, vous avez dans un appareil, vous allez faire tout un cours sur ça. Les paramètres de la spirométrie qui m'intéressent, c'est le VMS, la capacité vitale forcée, et leur rapport VMS sur capacité vitale forcée. Qu'est-ce qu'elle me permet, cette spirométrie? D'abord, elle me permet de faire le diagnostic de déficit ventilatoire obstructif. Elle va me permettre de faire le test de réversibilité pour voir si ce DVO est persistant ou non. Elle va me donner une idée sur la gravité, sur la sévérité de ce déficit ventilatoire. Et en plus, elle va me permettre de suivre le patient-là au niveau des contrôles. Alors, le déficit ventilatoire obstructif, c'est quoi? C'est lorsque le rapport VMS sur capacité vitale forcée est inférieur à 0,7. Il n'y a pas d'unité, 0,7, c'est-à-dire que 70%. Lorsque ce rapport-là est inférieur à 0,7, on parle de déficit ventilatoire obstructif. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore fait le diagnostic de BPCO. Pour faire le diagnostic de BPCO, il faut que j'administre à mon patient un médicament qu'on appelle un bêta-2 à courte durée d'action par voie inhalée. On va lui faire inhaler 400 microgrammes de ventoline, par exemple, de salbutamol. On va attendre 15 à 20 minutes et on va refaire une deuxième spirométrie. Je vais mesurer la même chose. Je vais voir le VMS, le deuxième VMS. Si le deuxième VMS n'augmente pas de plus de 12% et de plus de 200 millilitres par rapport au VMS premier, pré-bronchodilatation, c'est-à-dire ça c'est le VMS 1 et ça c'est le VMS 2. Le VMS, lorsque le VMS 2 n'augmente pas plus de 12% et de plus de 200 millilitres par rapport au VMS 1, à ce moment-là, je peux dire que mon déficit ventilatoire obstructif est persistant. Je peux dire aussi qu'il n'est pas ou peu réversible. C'est le même mot. À ce moment-là, bien sûr, on revoit le schéma là. À ce moment-là, si le déficit ventilatoire obstructif est persistant après test de réversibilité, je peux dire que ce patient-là souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. J'aurais fait le diagnostic positif. Mais sur le plan clinique, il y a énormément de diagnostics différentiels. Le grand diagnostic différentiel de la BPCO, c'est l'asthme, et vous avez ici les différences entre l'asthme et la BPCO. Les autres diagnostics différentiels, c'est notamment chez les gens qui ont une toux et une expectoration qui durent dans le temps, c'est la tuberculose pulmonaire. Mais le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, il est facile, vous savez comment le faire maintenant. L'autre diagnostic différentiel, c'est les DDB, le cancer du poumon également et l'insuffisance cardiaque. Alors,
une fois que j'ai fait le diagnostic de BPCO, il faut absolument évaluer la sévérité de cette maladie-là. L'évaluation de la sévérité, mais à l'état stable, hein. Ce n'est pas au moment de l'exacerbation. La BPCO, donc il y a deux phases, c'est un peu comme l'asthme. Il y a l'état stable et il y a l'exacerbation. Alors, le but de... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Le Oui. but de l'évaluation HEADI, justement, c'est d'adopter une stratégie de prise en charge personnalisée au cas par cas. Cette évaluation doit être régulière et doit être la plus efficace possible. Les moyens de cette évaluation, avec quoi je vais évaluer? Je vais d'abord évaluer les symptômes, je vais évaluer le degré de gravité du déficit ventilatoire obstructif et en plus, enfin, je vais... Est-ce que vous avez l'écran là? Est-ce que vous avez l'image? Oui, hein. C'est pas clair. Elle est coupée. Et comme ça, c'est bon. Oui, oui, Très c'est bien. bon. Oui. Donc, symptômes, degré de DVO et risque d'exacerbation. Comment faire pour... on va évaluer le risque d'exacerbation. Les moyens, alors pour les symptômes, je vais utiliser un questionnaire qu'on appelle le MMRC. Pour la sévérité du DVO, c'est les données de la spirométrie et notamment le VMS post-bronchodilatation, c'est-à-dire le VMS 2. Le risque d'exacerbation et d'hospitalisation, ça c'est facile, je l'ai au niveau de l'interrogatoire. Voici les moyens qui vont me permettre d'évaluer la sévérité de la BPCO à l'état stable. Pour l'évaluation de la dyspnée d'effort, c'est un questionnaire. Vous avez ici le MMRC, le questionnaire du MMRC qui est utilisé en pneumo en général. Ici, vous avez l'évaluation du degré d'obstruction, du degré du DVO, du déficit ventilatoire obstructif. On va utiliser comme paramètre le VMS2, le VMS post-bronchodilatation. Alors, chez les gens qui ont un rapport post-bronchodilatation inférieur à 0,70, c'est-à-dire DVO, si ce DVO-là s'accompagne d'un VMS supérieur ou égal à 80, je dis que c'est un stade GOLD 1, etc. GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. En fonction, bien sûr, du VMS post-bronchodilatation. L'évaluation du risque d'exacerbation, eh bien, je l'ai à l'interrogatoire. C'est une simple question. Durant l'année écoulée, combien de fois vous avez eu une aggravation des symptômes? Est-ce que vous avez eu une aggravation des symptômes? Si c'est oui, combien de fois au cours de l'année écoulée? Et on dit que les exacerbations sont fréquentes lorsqu'elles sont égales ou supérieures à 2 épisodes par an. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un exacerbateur fréquent et c'est un élément qui augmente la gravité, la sévérité de la BPCO. Et à ce moment-là, une fois que j'ai toutes ces données, c'est-à-dire les symptômes, le DVO et les exacerbations, je vais essayer de classer le patient. Alors, je vais utiliser donc le questionnaire MMRC, inférieur à 2 points, au stade 2, supérieur ou égal au stade 2. Les exacerbations et les hospitalisations, exacerbation supérieure ou égale à 2 ou hospitalisation supérieure à 1, exacerbation inférieure ou égale à 1 sans hospitalisation. Ça, c'est mon tableau d'origine. Et après, je vais classer mon patient dans l'une de ces 4 cases. Je vais dire il appartient à la case ou la classe A. Lorsque il a une dyspnée au stade 1, par exemple, où il n'a pas de dyspnée, avec moins d'une exacerbation par an. Il va être classé A. On peut le classer B ici, on peut le classer C ici, et enfin, on peut le classer D. Donc, on va dire BPCO, classe B ou A ou C. Là, vous avez à l'origine, donc c'est un rapport inférieur à 70%. Là, vous avez la classification GOLD, 1, 2, 3, 4, en fonction du VMS post-bronchodilatation.
Et après, vous avez la classification ABCD, ce qu'on appelle la classification ABCD. Et enfin, à ce moment-là, vous allez dire que mon patient est Gold 1, 2, 3 ou 4, classe A, B, C ou D. Voilà comment on classe la sévérité de la BPCO. Apparemment, à première vue, c'est quelque chose de difficile, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est extrêmement facile, à condition d'utiliser les moyens qu'il faut. Après ça, il faut voir si votre patient a des comorbidités, c'est-à-dire des antécédents de pathologie, comorbidité de maladies cardiovasculaires, comorbidité osseuse, comorbidité mentale, etc. Et effectivement, ces comorbidités vont aggraver la situation du patient. Pour la prise en charge thérapeutique de la BPCO à l'état stable, dans les buts de la BPCO, les buts de cette prise en charge, c'est de réduire les symptômes de BPCO, c'est très important, et donc améliorer la qualité de vie. Et en plus, c'est de réduire le risque d'exacerbation, le risque de faire des aggravations fréquentes. Voici les deux grands buts de la prise en charge à l'état stable. Les moyens pour atteindre ces buts-là, c'est de lutter contre les facteurs de risque et notamment le tabagisme si ça il existe, donner un traitement médicamenteux, pharmacologique. Il y a aussi un traitement non pharmacologique, non médicamenteux et surtout continuer à suivre le patient et à faire des contrôles réguliers. Voici les 4 moyens dont on dispose. Si on rentre un peu dans les détails, la lutte contre les facteurs de risque, bon, c'est simple, c'est d'arrêter d'une façon définitive ou du moins de réduire. Le premier facteur de risque incriminé, le plus fréquent, le plus important, c'est le tabagisme. Donc, il faut absolument arrêter définitivement et totalement le tabagisme. C'est la seule mesure capable de réduire la vitesse de diminution de la fonction respiratoire. C'est la seule mesure capable de réduire la chute de la fonction respiratoire, comme on a vu dans la courbe de tout à l'heure. Si c'est d'autres facteurs de risque qui sont incriminés, tels que les pollutions, etc., donc il faut voir des moyens pour réduire cette exposition ou parfois même de la supprimer, parce que c'est très important. Si on continue à être exposé, on ne peut que s'aggraver. Vous voyez ici la fameuse courbe de tout à l'heure chez le non-fumeur et chez le fumeur. Si je suis fumeur et si j'arrête de fumer vers l'âge de 45 ans, vous voyez que ma courbe va ralentir tout doucement. Elle ne va pas rejoindre celle des non-fumeurs, mais elle va vraiment ralentir sa chute. Même si j'arrête de fumer à 65 ans, je vais gagner en termes de fonction respiratoire. Donc, le sevrage tabagique, par exemple, est impératif et c'est le seul. Il n'y a aucun médicament qui est capable d'entraîner une telle amélioration de la fonction respiratoire. Les médicaments, maintenant, le traitement pharmacologique, bon, la seule voie qui est utilisée dans la BPCO, c'est la voie inhalée, c'est-à-dire avec des aérosols doseurs qu'on peut appeler aussi des sprays, à condition de choisir le dispositif d'inhalation le plus adapté et que la personne et que le malade utilise très bien et correctement ce dispositif d'inhalation. Quels sont les médicaments? Bon, c'est les bronchodilatateurs, c'est les corticostéroïdes, c'est les vaccinations et il y a d'autres moyens médicamenteux. Alors, pour les bronchodilatateurs, nous allons commencer par exemple par les bêta-2 sympathico-mimétiques qu'on appelle aussi les bêta-2 sympathiques ou les bêta-2 adrénergiques ou les bêta-2 agonistes ou les bêta-2 adrénergiques. Donc il y a plusieurs médicaments pour dire simplement que c'est des médicaments qui vont stimuler les récepteurs adrénergiques bêta-2 qui sont responsables de la bronchodilatation. Ils ont quelques effets indésirables qui sont en général mineurs, tels que la tachycardie, les tremblements ou bien carrément des troubles du rythme parfois. Quels sont ces médicaments? Eh bien, il y a deux grands groupes de bêta-2 sympathiques. C'est le groupe des médicaments qui ont une courte durée d'action, c'est-à-dire qui vont agir durant 4 heures, et
les bêta-2 à longue durée d'action qui vont agir pendant 12 heures. Alors, pour être plus facile, on va utiliser le terme SABA pour les courtes durées d'action et LAMA pour les longues durées d'action. C'est les acronymes de Short Acting Beta-2 Agonist et Long Acting Beta-2 Agonist. Donc ici, vous avez la DCI, le salbutamol, le